Alors, bienvenue à tout le monde. Bienvenue, un grand merci d'être ici avec nous. Ravi de vous avoir. Un grand merci aussi à nos partenaires de la Spiorkes pour nous avoir aidés dans l'organisation de l'événement. Et un grand merci aussi à l'équipe Limotop pour avoir très bien contribué pour cette soirée. La mission d'Imotop, c'est d'être la place des marchés préférée pour les agences, voire vous, et pour les utilisateurs finaux. Dans cet esprit, on est ici ce soir pour vous donner des outils, des conseils par des experts pour mieux gérer une situation des marchés un peu difficile. Très bien, merci. Donc, ma première question, elle s'adresse tout de suite à Nick, notre expert sur le marché. Actuellement, on constate autour de nous que tout devient plus cher. On parle d'inflation, on entend que la Banque centrale elle, augmente le taux directeur. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui se passe? Oui, donc c'est une inflation qui a commencé à être un peu à la une des médias à partir de cette éruption de la guerre en Ukraine l'année passée. Par contre, l'origine de cette inflation, et qui est quand même un peu plus structurelle, date d'avant. L'origine de l'inflation est quand même en grande partie l'action que les banquiers centraux ont dû prendre lors de la pandémie en augmentant la masse monétaire pour financer les déficits qui se sont créés lors de la pandémie, ce qui a été une bonne chose dans une première phase. Donc on a quand même évité un krach économique lors de la pandémie, ce qui est positif. Mais le revers de la médaille a été que cette énorme masse monétaire qui a été créée et qui, à l'inverse des programmes de création de masse monétaire qui existent depuis 2014, et que cet argent est finalement arrivé chez le consommateur final. Parce que les programmes qu'il y avait d'avant de la Banque centrale de créer de la masse monétaire pour stimuler l'inflation sont en grande partie ont été absorbés par le secteur bancaire sans être passés au consommateur final. Lors de la pandémie, l'argent qui a été créé a été en grande partie un peu moins direct en Europe qu'aux États-Unis, donné aux ménages pour stimuler l'économie. Et donc il y a eu un choc sur la demande, positif, pour passer la crise, et en même temps un problème sur l'offre, parce qu'on a eu des problèmes d'approvisionnement, notamment les semi-conducteurs, mais également d'autres produits. Donc ça, c'est le fondement du problème. Donc le problème, il a surgi en 2021, même si au début, l'inflation, c'est un phénomène qui commence doucement et qui s'accélère. Donc au début, on pensait « Ah, ça va aller, c'est un phénomène transitoire, etc. » Les banquiers centraux ont pensé pareil, donc il n'y avait pas de panique en 2021, les taux ils restaient bas. Mais c'est à partir de début 2022 que le scénario a changé. Donc on a constaté que l'inflation est plus structurelle, puis s'est ajouté le problème de la guerre qui a causé un choc sur les prix d'énergie. Et dans une deuxième phase, et ça c'est le problème qu'on a maintenant, un choc sur les prix alimentaires. À cause de les coûts de production sont plus élevés et on a eu un problème d'exportation de blé depuis l'Ukraine. Donc tous ces phénomènes, donc il y a une série de phénomènes, mais le début, c'est la réaction à la pandémie, qui en soi était nécessaire, mais qui a causé finalement un choc de demande. Du coup, du point de vue immobilier, quelle est la situation du marché aujourd'hui et est-ce qu'il est vrai qu'il n'y a presque plus de biens qui sont disponibles sur le marché? Peut-être Andrea, si vous voulez répondre. J'aime toujours regarder les données qui sont à disposition sur le marché. Ici, on voit les données de l'Observatoire de l'habitat de Statec. On peut constater qu'en 2022, on a eu 8800 à peu près transactions, c'est-à-dire nombre des ventes des maisons et d'appartements, tout confondu, existantes et nouveaux. J'ai laissé aux côtés ceux qui sont les terrains à bâtir, c'est-à-dire ça exclut cette côté, mais on est retourné à peu près au niveau des 2013, c'est-à-dire on a eu une baisse de marché par rapport au 2021 de 16%. Mais est-ce que cela veut dire, du coup, que le marché immobilier a perdu 16% de sa valeur?
pas exactement ça, c'est-à-dire c'est un volume de transactions. Ici, dans cette slide, on peut voir les valeurs du marché immobilier au Luxembourg. C'est-à-dire dans les dernières 15 années, on a un marché qui a clôturé les 2022 à 7 milliards et 150 millions d'euros. C'est-à-dire une baisse de 10% par rapport à 2021. Oui, c'est vrai, on peut voir les chiffres, mais c'est aussi un marché qui a doublé par rapport à 2013. C'est-à-dire qu'avec les mêmes transactions de 2013, on a doublé les valeurs du marché. Et on a triplé les marchés par rapport à 2008. Alors je pense que peut-être qu'on peut observer les chiffres et dire que aussi c'est un marché où l'industrie de l'immobilier a bien profité pour quelques années. Charles, on a entendu maintenant qu'il y a d'un côté une baisse au niveau des ventes. Est-ce que vous pouvez confirmer cette tendance? Bien sûr, je peux la confirmer. Donc, on a préparé un slide pour illustrer effectivement l'impact de la hausse des intérêts. Donc, vous voyez sur la barre bleue, c'était en 2021, quelqu'un qui pouvait se permettre d'emprunter 600 000 € avec les mêmes données, donc à part le taux qui a changé, donc les mêmes capacités de remboursement. En 2023, il peut seulement, entre guillemets, emprunter 300 ou 400 000 €. Donc, il y a une différence de 200 000 € de capacité d'endettement au bout d'une année. Donc c'est énorme. Je crois c'est des années qu'on n'a plus vu ça, des décennies quelque part aussi qu'on n'a plus vu ça. Donc ça c'est quelque part une des raisons principales pourquoi en fait le marché a été freiné. En bas on voit encore si quelqu'un emprunte maintenant 600 000 €, donc il doit son remboursement mensuel a augmenté de plus de 1 000 € par mois. Donc ça aussi, ça a un impact énorme sur un budget. Donc c'est donc pour vous montrer effectivement que la hausse des intérêts a vraiment un impact énorme sur la capacité d'endettement ou d'emprunt des gens. Merci. Andrea, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui combien ça coûte concrètement d'acquérir un bien immobilier et comment le marché a évolué, notamment au niveau de la capitale? Certains parlent de hausse inarrêtable des prix, d'autres d'effondrement immobilier. Mais quels sont les vrais indicateurs aujourd'hui auxquels on peut se fier? Alors, au niveau du marché, il y a eu un changement du marché. C'est-à-dire que c'était un marché historique d'être un seller market, c'était un marché où les vendeurs avaient tous les pouvoirs, s'est transformé assez vite, dans 2 trimestres, dans un buyer market, c'est-à-dire un marché où l'acheteur est beaucoup plus sensible au prix et où l'acheteur a une force négociale plus importante. Ici, je vous montre les données du portail d'Immotop.lu, c'est-à-dire ce sont les prix moyens euros mètre carré de Luxembourg-Ville, tout confondu, appartements et maisons. On peut voir que dans les 9 trimestres, c'est-à-dire 2 années et un trimestre, on a eu une situation plate de prix du marché. C'est-à-dire que les prix est à 12 000 € par mètre carré, la moyenne. On a eu entre 2020 et 2021 une augmentation des prix de 4% et entre 2021 et 2022, une diminution du prix de 4%. Mais je ne vais pas vous ennuyer avec la différence par classe énergétique, mais ce sont évidemment des données que nous, on peut voir. Et nous avons constaté qu'à l'intérieur de cette courbe plate, on peut dire, sur le marché, les prix ou les biens des classes énergétiques A ont augmenté de à peu près 900 € par mètre carré, de 7%. Ils sont arrivés à avoir une valeur moyenne de 13 550 € par mètre carré. Et nous avons dans notre portail à peu près 30% des biens en classe A dans la ville de Luxembourg.
Et au niveau de la location, du coup, est-ce que l'évolution est similaire? Évidemment, on a une situation du marché où les consommateurs a une incertitude, c'est-à-dire la location va être la solution des choix pour une situation qui peut être estimée temporaire. Évidemment, il y a une augmentation de la demande des biens en location et on peut voir que toujours dans la ville de Luxembourg, la demande des biens en location a augmenté et les prix des biens en location ont augmenté. C'est-à-dire qu'on est arrivé à 28,6 € par mètre carré en moyenne, une augmentation de 7%. Une prochaine question pour Charles. Si je décide maintenant quand même de devenir propriétaire, pourriez-vous m'expliquer un peu sur quels critères est-ce que je pourrais m'accorder mon prêt immobilier? Donc, on a plusieurs critères en fait qu'on regarde, donc qui n'ont pas changé. Donc, il y a des gens qui croient qu'on a changé des critères. Non, on n'a pas changé des critères. J'ai montré avant pourquoi en fait les gens ont des problèmes à faire financer leurs biens, parce qu'effectivement les taux ont changé. Donc, seulement pour vous dire un peu les critères qu'on regarde. Je parle un peu maintenant Donc, on regarde d'abord en fait le disponible du client, après le remboursement de son prêt ou de ses prêts. Donc, par exemple, si vous voyez ici, donc, pour un célibataire, à la fin donc, du remboursement, il doit encore avoir 1 650 € pour vivre. Pour un couple, c'est 2 400 € et on ajoute par enfant 450 € donc, à ce minimum de vie requis. Donc, très important, effectivement, combien, en fait, à la fin du mois, le client a sa disponibilité donc, pour survivre. Et je crois que ce n'est pas énorme ce qu'on calcule là, parce qu'il faut compter aussi donc, son alimentation, ses assurances, son essence, tout ce qui est nécessaire pour vivre dans ce montant-là. Un autre rapport qu'on regarde aussi, c'est le charge-revenu. Idéalement, il est entre 40 et 45. Bon, si quelqu'un, je sais pas, gagne 10 000 € et il rembourse 4 000 €, donc là aussi, il est au-dessus donc, de ce charge-revenu, mais quand même, il y a un disponible qui est assez quand même confortable. Donc, c'est toujours relatif par rapport à ce revenu intégral, donc le rapport charge-revenu. Ensuite, il y a le loan to value, donc c'est en fait le rapport dette garantie. Donc, on regarde le prêt ou les prêts au-dessus donc, du montant, en fait, de la valeur de l'immeuble. Si quelqu'un, par exemple, achète une maison, un appartement pour 1 million, il a des fonds propres 200 000, donc son loan to value est de 80%. Donc, effectivement, ces montants-là, c'est en fait pour quelqu'un qui achète son premier bien au Luxembourg, il a droit donc à un remboursement, il a droit à un loan to value de 100%. Donc, on peut en fait prêter 100%. Mais c'est toujours en fonction de son disponible, bien sûr. Ça, c'est le premier critère. Il doit pouvoir rembourser son prêt. Donc, ça, c'est la première chose qu'on regarde. Mais on fait aussi des financements 100% pour un primo-acquéreur. Pour quelqu'un qui est un rebuyer, donc qui a déjà financé une fois dans sa vie un bien au Luxembourg, on demande 10% de fonds propres, donc un loan to value de 90 pour un bien qui est acheté. Ensuite, quelqu'un qui achète donc pour louer, un investisseur, on demande 25% de fonds propres, donc le loan to value, il doit être au moins de 75%. Donc ça, c'est les données que nous, on regarde en tant que banque, nos ratios qu'on doit respecter. Merci, mais une question qui se pose, est-ce que ces rapports-là, ils comptent aussi pour les rénovations, pour les VFA? Est-ce que vous faites une différence à ce point-là? Pour les rénovations, donc ça dépend. Si quelqu'un rénove et a une maison depuis 20 ans, bien sûr, en fait, il a moins de prêts, donc son loan to value est plus grand. Si quelqu'un achète, bien sûr, une maison qu'il veut rénover, on prend aussi donc ça en compte, mais aussi le gain de valeur, quelque part aussi, qui viennent de son investissement en rénovation, par exemple. On prend ça aussi en compte. Donc la valeur de la maison ou de l'appartement augmente parce qu'il a investi. Et donc, ça impacte donc, le loan to value, mais on garde quand même toujours ces ratios-là. Merci. Nick, parlons un peu de prévision. Pour cette année, on doit s'attendre encore à quoi?
On a mis un tableau compliqué et incompréhensible de manière exprès, hein, pour éviter les questions à ce sujet vu. Oui, on a tendance à faire ça. Oui, allons-y. C'est chaque fois la même chose, donc ça rend l'explication un peu plus facile. Non, à gauche, les dates, c'est les dates des meetings de la Banque Centrale Européenne, et la colonne qui est la plus importante est la deuxième à droite, la implied rate, qui nous montre le pricing des taux forward dans le marché par meeting de la Banque Centrale. Donc en français, ça veut dire, parce qu'on peut fixer des taux, aujourd'hui on peut fixer un taux pour dans X mois, hein, et vu qu'on doit se mettre d'accord sur combien est-ce qu'on paye dans X mois, ça donne une indication vers où la plupart des gens s'attendent à ce que la Banque Centrale va monter les taux. Donc prenons les dates jusqu'à juillet. Hein. Et là, on voit que l'implied rate, elle monte jusqu'à 3,30, 3,40. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le taux de référence qui est pris là, c'est toujours le taux de dépôt de la Banque centrale. Donc, pas le taux de refinancement global qui est à 3,50, mais le taux de dépôt qui est à 3. Donc, vu qu'on voit que ça monte jusqu'à 3,40, ça veut dire que la plupart des investisseurs ou acteurs de marché s'attendent à ce que le taux monte encore de 30 à 40 points. Donc, on est entre une et deux hausses si on part du principe qu'une hausse, parce qu'une hausse standard pour une banque centrale, c'est généralement 25 points, donc 0,25%. Ils ont fait des hausses plus importantes ces derniers temps pour rattraper le phénomène de l'inflation, etc. Mais en principe, une hausse est le plus souvent de 25 points, donc 0,25%. Donc le marché actuellement, il price encore une à deux hausses. Donc on est entre les deux. Donc on n'arrive pas à se mettre d'accord s'ils vont encore augmenter les taux. Ils vont probablement les augmenter en mai, mais est-ce qu'ils vont également encore une fois les augmenter de la même ampleur en juin ou juillet? Ça, c'est là, les opinions, elles divergent. Donc il faut, pour quelqu'un qui est plutôt investisseur et veut être prudent, il faut quand même tabler sur des taux qui montent encore d'0,5% au cours des 6 prochains mois, et on ne peut raisonnablement ne pas s'attendre à des baisses par la suite. À l'inverse des États-Unis, où des baisses cette année sont quand même réalistes. Dans la zone euro, ce serait quand même très surprenant. Donc le scénario central, c'est entre 25 et 50 points de hausse, sans perspective de baisse cette année. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, le marché il reste assez difficile, si je vous permettez de m'exprimer comme ça. Donc, une prochaine question un peu plus, je ne vais pas dire pénible, mais pour Charles. Si je fais maintenant une demande d'un prêt immobilier, et finalement la question qui se pose toujours, j'opte pour quoi? Un prêt à taux fixe ou un prêt à taux variable? Vous allez me recommander quoi? Merci pour la question. Oui, bon, effectivement, le taux fixe, c'est toujours intéressant, parce qu'en fait, le taux fixe, c'est comme une assurance. Donc, on est certain que le budget va ne pas bouger. Donc, surtout en ce moment, on a un phénomène, Nick va encore en parler, il y a une augmentation de taux qui a été faite, donc les taux variables vont augmenter à partir du 1er avril chez nous d'1%, donc on est proche des 5%. Et si on observe maintenant les taux fixes actuels sur 30 ans, ils sont de 70 à 80 points, donc 0,80% ou 0,70% moins élevés que le taux variable. Donc ça, c'est un phénomène donc, qui est intéressant. Donc ça vaut le coup, effectivement, donc, de faire un taux fixe qui est moins cher actuellement, je dis bien. Hein. Ça peut changer, donc les taux, ça peut bouger tout le temps et on n'a pas la boule de cristal. Donc taux fixe, c'est quand même toujours une option intéressante. Et on discute aussi au Luxembourg toujours du taux fixe. Mais je crois en Allemagne, en Belgique et en France, on n'en discute pas parce que tout le monde fait un prêt à taux fixe. Le Luxembourg, les gens font le choix, c'est un peu, quelque part historique, parce que l'indexation des salaires qui existent depuis longtemps, surtout dans les années 80, n'ont pas créé ce traumatisme comme dans d'autres pays, donc, parce que le salaire suivait donc l'inflation. Actuellement, l'indice en fait, sur les salaires n'a plus la même valeur que dans le temps, donc effectivement, il vaut mieux aller dans le taux fixe. Souvent, on dit aussi à nos clients, faites un mix entre taux fixe et taux variable, comme ça, vous avez de l'autre côté la possibilité aussi de pouvoir rembourser anticipativement, sans pénalité de remboursement anticipé, comme c'est le cas pour un taux fixe. Donc,
taux fixe, toujours intéressant de faire une partie intéressante dans le financement, et peut-être un peu de variables pour effectivement garder cette flexibilité. Très bien, merci. Donc, si vous permettez la question, en fait, si je suis confronté maintenant à une situation que je suis déjà propriétaire, j'ai déjà un prêt avec un taux fixe, et maintenant je veux acheter peut-être un autre bien, et vu que je suis titulaire d'un prêt avec un taux, je veux dire à 1,5%, est-ce que vous, en tant que banque, est-ce que vous permettez que je garde mon taux actuel pour le nouveau financement? Chez nous, c'est possible, c'est pas possible auprès de toutes les banques. Chez nous, c'est possible de faire un changement de garantie, comme on appelle ça chez nous. Donc, on transpose l'hypothèque en fait d'un bien à l'autre. Donc, on peut garder son prêt actuel avec le même taux et la même mensualité. Donc, on peut profiter d'un ancien prêt avec un taux plus favorable que sont les taux fixes actuellement. Donc, c'est possible. Très bien, merci. Revenons une fois à Nick. Si on prend maintenant une courbe, comme il a dit avant, c'est difficile à comprendre. La seule chose que moi je peux vous dire, c'est que la courbe, elle est assez exceptionnelle, et je dirais que je demande à Nick, est-ce que tu peux nous expliquer cette courbe, s'il te plaît? Oui, premièrement, juste en tant qu'introduction, une courbe de taux est généralement ascendante. Donc les taux courts sont normalement plus bas que les taux lents. Ça a à voir avec des anticipations d'inflation, la préférence des consommateurs de consommer aujourd'hui par rapport à demain, les incertitudes par rapport à demain. Donc normalement, les taux longs s'échangent avec une prime parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais il y a des configurations, comme maintenant, où les taux longs sont quand même considérablement plus bas que les taux courts. D'où est-ce que ça vient? C'est simplement parce que les taux lents, enfin les taux de marché, les taux longs sont fixés dans le cadre d'une transaction où deux acteurs se mettent d'accord sur un taux à payer pendant une certaine durée, 5, 10, 15, 20 ans. Et actuellement, il y a personne qui ne pense que le niveau de taux actuel sera soutenable dans le temps. Donc surtout si on va sur le très lent, donc jusqu'à 30 ans, on voit que les taux à 30 ans sont maintenant quasiment, enfin plus ou moins, près d'1% en dessous des taux courts actuels. S'il reste comme ça, il le sera encore plus si la Banque centrale augmente davantage. Ça veut dire que la situation qu'on a est quand même jugée d'être exceptionnelle à court terme, et que vers le long terme, actuellement, il n'y a personne qui est prêt à parier qu'on va garder des taux entre 3 et 4% au-delà de 2024, enfin 2025, grosso modo pour schématiser. Donc pour un acheteur, c'est quand même un avantage, parce que le taux très lent à 30 ans, par exemple, il est de 2,5%. Ce qui, toute autre chose égale, n'est pas forcément trop élevé si on part du principe que la cible d'inflation de la Banque centrale sera tenable à 30 ans. Donc si la Banque centrale arrive à faire son job et qu'on aura une inflation qui sera autour de 2%, un taux lent à 30 ans qui est 0,5% au-dessus de la cible d'inflation n'est pas trop cher. Ça, c'est mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le partagent. Donc les taux lents, en quelque sorte, sont assez normaux. Ce sont les taux courts qui sont anormaux parce qu'on est dans une situation anormale, confirmée par les faits, par la Banque centrale. La question est de combien de temps est-ce que cette situation anormale va persister? Ça, c'est la grande question, la question à 1 million d'euros. Mais du moins, on sait que, on est quand même assez confiant que tôt ou tard, on va revenir à une certaine normalité. Bon, on est loin des taux à zéro comme on les avait au cours des années d'avance, notamment 2019-2020, mais les taux longs ne sont quand même pas dans une situation qui, on veut parler de taux extrêmement élevés, notamment dans un contexte historique. Merci. Donc, si j'ai bien compris, la situation, elle reste encore un certain temps assez difficile. C'est pour ça qu'on a reçu beaucoup de questions, en fait, que je vais reposer maintenant à Charles. Finalement, on a quand même assez des clients qui sont propriétaires. On a beaucoup de clients qui veulent devenir propriétaires. Charles, finalement, qu'est-ce que nous, on peut recommander à nos clients? Comment est-ce qu'on peut les accompagner pour, d'un côté, ceux qui ont déjà un prêt, qu'ils n'aient pas de problème, et de l'autre côté, comment est-ce qu'on peut soutenir les nouveaux futurs acquéreurs d'un bien immobilier? Donc si on parle maintenant des gens qui ont déjà un prêt, normalement ils sont au taux fixe, le plus parce qu'on a beaucoup conseillé comme les taux fixes, ceux qui sont au taux variable parce qu'ils ont fait le choix, donc ça existe toujours, et ils ont des problèmes peut-être avec l'augmentation de taux, on cherche quand même à les accompagner
pour qu'ils arrivent quand même à maîtriser donc, ce remboursement. Donc il y a possibilité en fait d'augmenter la durée du prêt jusqu'à 35 ans. Donc comme ça, on peut quand même diminuer la mensualité. Donc ça, c'est une possibilité en ce qui concerne des prêts existants. Il y a aussi possibilité de faire des remboursements anticipés. Par exemple, si on a de l'épargne ou un épargne logement que beaucoup de gens font au Luxembourg, on peut prendre cet épargne logement et le mettre sur son prêt et comme ça, en fait, la mensualité, elle diminue. Donc, il y a des possibilités, en fait, de faire ça. Il y a aussi, bon, ça dépend aussi du taux, d'opter toujours pour un taux fixe. Donc, on verra l'évolution des taux fixes, mais actuellement, effectivement, les taux fixes sont favorables. Donc, on pourrait donc arriver à une diminution de taux en faisant un taux fixe. C'est toujours à voir. Donc, ça dépend de la situation et du moment qu'on regarde les taux. Sinon, maintenant, pour une nouvelle acquisition, quand tu me l'as demandé, une nouvelle acquisition, bien sûr, on regarde avec les clients toujours, effectivement, comme on le faisait toujours. Est-ce qu'il peut, en fait, se permettre de rembourser son prêt et de vivre une vie décente, comme on le dit. Donc ça, c'est très important. On ne veut pas que les clients s'aventurent dans une situation qui ne peut plus en fait maîtriser après. Donc ça, c'est quand même à nous de faire ça. On ne peut pas faire des miracles non plus. Donc il y a les taux qui ont augmenté et ça, on ne peut pas le changer. Donc comme j'ai dit au début, j'ai aussi montré, c'est plus difficile de s'endetter. Donc c'est difficile, effectivement, c'est plus difficile, effectivement. On déçoit beaucoup de gens actuellement et c'est un fait. Bon, est-ce que maintenant, il y a beaucoup de discussions, il y a les élections cette année, donc beaucoup de discussions. Nous aussi, on essaye aussi un peu de donner notre grain de sel dans ces discussions. Est-ce qu'on pourrait peut-être, par l'État, mettre des choses en place qui pourraient donc aider les gens à se permettre l'accès à un logement? Par exemple, effectivement, le fameux crédit d'impôt ou la TVA réduite. Ça aussi, il y a des discussions avec ça. Qu'on augmente donc, ces 50 000 euros de TVA réduite ou les 20 000 euros de crédit d'impôt. Il y a aussi possibilité, en fait, quelque chose qu'on utilisait dans le temps beaucoup, c'est par exemple subvention d'intérêt. Subvention d'intérêt, c'est en fait une aide sociale qui existe depuis longtemps, mais on a plus adapté les grilles pour être éligible au point de vue salaire, parce qu'on regarde le salaire et on est éligible à partir d'un certain montant de salaire, et cette grille, elle n'est plus à jour. Donc, on devrait peut-être adapter cette grille et donner, par exemple, aux personnes, aux familles, d'avoir une subvention d'intérêt, et ça, c'est un montant qui est versé sur le compte prêt chaque mois. Et ça nous aide en tant que banque d'augmenter la capacité de remboursement du client. Ça pourrait aussi être une piste. Donc ça, c'est des choses qui se discutent, c'est aussi politique. Donc là, il faut voir. Donc, il y a des discussions actuellement, comme j'ai dit, au niveau oui, aussi des entreprises de construction qui ont aussi du mal, parce qu'on a vu, il y a beaucoup moins d'autorisation de construire, donc c'est dû aussi à un manque de demande. Donc si on veut réinstaurer une demande, il faut aussi quelque part permettre aux gens d'augmenter leur capacité de remboursement. Donc, et ça, c'est des choses qui ne sont pas, donc, en tant que banque, en tant que Spurkees, on n'a pas donc, la maîtrise de ça, mais on participe quand même au débat. Je vais vous donner un chiffre, niveau nombre de demandes. Par exemple, si je compare maintenant le mois de février, de cette année avec le mois de février de 2022, on a une diminution de 35% du nombre de demandes. En montant, ça fait plus. On a presque 50% en montant. Donc, il y a toujours des gens qui font des rénovations, mais c'est des plus petits niveaux de prêt, mais au niveau montant, c'est 50%. Du coup, du côté d'Imotop, David, quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour soutenir vos clients? Je vais me permettre une petite rétrospective. Comme vous pouvez le lire à l'écran, Imotop fêtera en octobre ses 15 ans. Et quant à moi, je fêterai lundi mes 10 ans au sein de la société. Donc c'est l'occasion déjà pour moi de vous remercier toutes et tous pour votre confiance, de remercier tous mes collègues et aussi notre partenaire Spurkees qui nous accueille ce soir dans ses locaux, qui nous donne un éclairage très important du point de vue de la banque. Alors une petite rétrospective pour vous dire qu'il y a 10 ans, chez Imotop, j'étais le 6e employé. Nous étions 6, nous sommes aujourd'hui 20. En 2013, 250 agences immobilières publiaient leur annonce sur Imotop. Aujourd'hui, c'est plus de 600
Et si on compte sur une année courante, on devrait être entre 650 et 700 agences sur l'année 2022. 250, c'est aussi le nombre d'agences qui publient en 2023 leur annonce sur Imhotep et nulle part ailleurs, donc sur aucun autre portail, si ce n'est leur site internet. Ça prouve au moins deux choses, parce que nous ne les incitons pas à le faire, nous ne leur demandons pas de le faire. Donc ça veut dire qu'ils ont suffisamment de retours pour pouvoir en fait se passer d'être présents d'autres types de communication, et l'ont souhaité, c'est comme ça. Mais ça prouve aussi que nous sommes restés fidèles à nos valeurs, et particulièrement dans le contexte actuel où nous devons de vous accompagner, quels que soient les supports que vous choisissez, peu importe du moment que ça vous rapporte des contacts, nous serons à vos côtés. Donc cette petite parenthèse, certains comprendront pourquoi je la fais. Donc 2023 est une année particulière et je pense que nous avons tous un rôle à jouer pour qu'elle se passe au mieux. Donc chez Imhotep, le prix de nos abonnements est transparent. Nous nous efforçons de le maintenir au plus bas pour tout le monde, dans la durée et en toutes circonstances. Nous veillons aussi, et particulièrement en cette période, que le niveau de votre abonnement corresponde bien à vos besoins. C'est important. Ils doivent correspondre à vos besoins en nombre d'annonces et en fonction également des objectifs que vous fixez. Donc, si c'est nécessaire, on peut procéder à des réajustements à n'importe quel moment. Ce que je voulais vous dire également, c'est que nous serons toujours à vos côtés pour vous aider, mais nous ne mettrons jamais Imhotep en avant au détriment de vos propres sociétés. Ça, c'est important. Notre succès passe par le vôtre. Nous avons lancé également en avril 2022 notre nouveau portail et nous poursuivons actuellement son développement. Donc il y a plein de choses que j'aimerais vous dire ce soir, mais on ne va pas donner trop d'idées. C'est important de garder une petite longueur d'avance. En septembre 2022, nous avons également lancé Imhotep Plus pour vous aider à sélectionner les produits et services dont vous avez besoin au quotidien. Ça va passer par des services du type visualisation 3D, KYC, par rapport à la loi anti-blanchiment, aux photoreportages, la signalétique même, et cette rubrique en fait, qui est accessible dans votre espace client s'enrichit de semaine en semaine, et il y a encore des nouveautés qui arriveront semaine prochaine ou suivante. Ce soir, c'est également l'occasion pour vous de faire la connaissance d'un conseiller Spuerkes. Alors, le fait d'avoir un interlocuteur privilégié, ça peut vous permettre d'être plus efficace. Comme il dispose d'un badge identique au vôtre, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, donc si vous avez un badge orange, avec une étiquette orange, ça veut dire que vous n'investissez pas assez chez Imhotep. Si c'est rouge, vous pouvez faire mieux. Non, je plaisante. Donc, les pastilles que vous avez indiquent la région dans laquelle vous opérez, et ça va fonctionner de la même manière avec les conseillers Spuerkes qui sont au fond de la salle. Donc, si vous voulez rencontrer un conseiller de votre région, vous pouvez directement vous fier à cette petite pastille de couleur. Donc, c'est l'occasion pour vous ce soir de nouer des contacts privilégiés avec un interlocuteur qui pourra peut-être accélérer certaines de vos demandes ou en tout cas aider vos clients à obtenir un prêt dans les meilleures conditions. Avant de vous retrouver pour le cocktail, je vais...